suis Gilles Pfeiffer, je suis accessoirement formateur et auteur sur le site de tuto.com et aussi sur ma propre plateforme qui est frenchschoolofcg.com ou fsofcg.com. Là, le but du jeu, c'est de faire ensemble un petit exercice pratique en utilisant un plugin plutôt à la mode en ce moment, c'est le plugin Stardust pour After Effects, qui permet d'importer des objets 3D, de générer des particules à partir de ces objets 3D. Là, en l'occurrence, moi, ce que j'ai choisi de faire avec vous, c'est s'inspirer des travaux un petit peu abstraits d'un artiste 3D qui s'appelle Lee Griggs. Et puis après, avec la sortie de Stardust notamment, il y a quelques petits tutos sur internet qui sont sortis et qui permettent de faire un petit peu la même chose, notamment un tuto russe sur YouTube. Donc j'ai décidé de m'inspirer un petit peu de tout ça, donc à tout de suite. Là, le but du jeu, ça va être de créer quelque chose de relativement abstrait à l'aide de Stardust en s'inspirant des travaux d'un artiste 3D qui s'appelle Lee Griggs. C'est ce genre d'image-là qu'il a sorti, donc c'était en 2014, donc ça date d'il y a plus de 3 ans. Donc nous, le but du jeu, ça va être de faire la même chose à l'intérieur d'After Effects, mais avec le plugin Stardust, et puis qui est un petit peu d'actualité, puisque j'ai sorti il n'y a pas très longtemps un tuto justement sur l'apprentissage de ce plugin-là dans After Effects. Ce tuto est un tout petit peu inspiré quand même, je ne vous le cache pas, d'un tuto qui existe sur le même principe sur YouTube. Ce tuto malheureusement est en russe, donc pour ceux qui ont un petit peu du mal avec les langues étrangères, pour regarder un tuto, eh bien, en gros, on va dire que je l'ai digéré pour vous et qu'on va le réadapter à notre sauce. On ira quand même un petit peu plus loin que ce qui est montré à l'intérieur de ce tuto-là, tout simplement parce que je trouve que la finition est pas terrible dans le tuto. Avant de commencer l'atelier pratique, ce que je vous conseille de faire pour ceux qui veulent suivre le tuto correctement, c'est de télécharger la dernière version du plugin Stardust. Donc pour ça, il vous suffit juste d'aller sur le site superluminal.tv et dans la première page, vous avez ici le bouton Free Trial. Ça vous permet donc d'aller sur une page sur laquelle vous allez pouvoir choisir la version Mac ou la version Windows. Donc choisissez l'une des deux en fonction de votre système, téléchargez et installez donc le plugin Stardust et on se retrouve tout de suite dans After Effects. Dans After Effects, ce que nous allons faire, c'est donc ça. Il y a effectivement aussi une petite animation là-dessus qui va nous permettre donc d'avoir un mouvement un petit peu aléatoire de toutes ces géométries. Donc l'utilisation du plugin Stardust va nous permettre de générer une grille avec plusieurs milliers de réplications qui sont tout simplement des cubes avec des valeurs de dimension en hauteur qui sont plus ou moins différentes et qui sont modifiées par une image qui est tout simplement un calque dans la composition, et cette même image nous permet aussi de faire des modifications sur les informations de couleur de ces différentes géométries-là. Donc, je vais repartir tout de suite d'un nouveau projet, je fais une nouvelle composition, je choisis un format HDTV 1080, 25 images par seconde, et je fais OK. En l'occurrence, le but du jeu, c'est d'utiliser l'effet Stardust venant du plugin. Donc le plus simple, c'est de créer un nouveau calque solide que je vais appeler Stardust, et je fais en sorte que ce calque soit en 1920 par 1080, vous cliquez sur créer la taille de la composition par exemple, vous lui donnez une couleur noire, et je fais OK. Maintenant que le calque est créé, je vais tout simplement aller dans Effets, Superluminal, Stardust. Il est fort probable que lors de la première utilisation de Stardust, vous n'ayez pas accès à cette fenêtre-là. Donc si ça n'est pas le cas, je vais désancrer le panneau et supprimer la fenêtre. Vous avez ici, lorsque vous mettez l'effet Stardust, tout simplement la fenêtre d'effet qui s'ouvre, et ici la première option c'est Panel Click to Open. Donc je clique sur le bouton Open, ça m'ouvre donc cette fenêtre qui nous permet de voir la hiérarchie de construction de l'effet Stardust. Je vais donc prendre la fenêtre, je la cale sur le côté à gauche de ma fenêtre de prévisualisation. Et là, c'est tout simplement quelque chose qui va ressembler à Particular au demeurant, c'est-à-dire que si vous commencez à lire l'animation, nous avons tout simplement des particules qui sont générées. Donc par défaut, vous pouvez tout à fait faire des effets de fumée, des particules qui volent un petit peu dans tous les sens pour faire des particules dans l'atmosphère par exemple. Nous en l'occurrence, on veut utiliser le plugin pour générer une grille de géométrie 3D qui seront des cubes. Donc on va tout de suite aller dans l'émetteur. Et l'avantage de cette fenêtre de Stardust, c'est de nous permettre de voir la succession d'effets qui sont utilisés par Stardust, puisque si vous regardez ici dans la fenêtre d'effets, on a un effet Stardust, un effet émetteur, et après derrière on a un effet particle, donc c'est tout simplement l'association de ces différentes parties dans l'effet qui sont ce que l'on appelle des nœuds. Donc là il y a des nœuds existants qui s'affichent lorsque vous créez
l'effet Stardust sur un calque, et vous remarquerez que sur le côté, il y a d'autres nœuds que nous allons pouvoir utiliser pour créer des connexions et contrôler plus ou moins différemment ce qui va se passer au niveau de l'effet. Donc là, en l'occurrence, ce que je veux, c'est venir sur l'émetteur, et je ne veux pas que l'émetteur ici génère des particules par un point, je veux qu'il fasse une espèce de grille sur laquelle il va y avoir plusieurs milliers de réplications de ces particules qui sont présentes ici pour l'instant. Donc dans l'émetteur, ici, dans type, je vais tout de suite venir chercher grid, donc grille. Ce que je veux, c'est que ces particules soient émises une seule fois et après que l'émission s'arrête. Donc au niveau de l'émission, vous allez tout simplement mettre ici Emitting en position Once. Ensuite, ces particules, si vous regardez ce qui se passe, elles se déplacent. On voit ici par exemple qu'effectivement là il y a une espèce de forme un petit peu carrée qui est tout simplement la grille par défaut. Et moi ces particules, je ne veux pas qu'elles avancent comme ça, donc je vais réduire leur vitesse à néant. Pour ça, il suffit de venir ici dans la propriété speed de l'émetteur et je vais lui mettre une valeur à 0. En faisant comme ça, maintenant je me retrouve avec quelque chose effectivement qui ne bouge pas, ça reste sur place par rapport aux dimensions par défaut de la grille. Par contre, si je continue de jouer ma tête de lecture, regardez ce qui se passe. À partir de 2 secondes, les particules s'arrêtent d'être émises et surtout en fait meurent, tout simplement parce que par défaut les particules dans le système Stardust ont que 2 secondes de durée de vie. Donc pour modifier cette propriété là, je vais sélectionner ici particules dans la fenêtre de Stardust, je descends un petit peu dans les effets, dans particules ici, si je regarde ici la vie de mes particules en secondes est de 2 secondes, donc je vais tout simplement lui donner la durée de ma composition qui est de 10 secondes, et là maintenant regardez, effectivement mes particules sont présentes tout le temps. Stardust peut de temps en temps planter parce qu'il utilise de grosses ressources de votre carte graphique, donc je vais tout de suite faire enregistrer sous, et je fais enregistrer. À ce stade-là, maintenant, ce que je voudrais, c'est peut-être créer une caméra pour voir un petit peu ce qui se passe dans mon espace 3D. Donc je vais aller dans Calque, Créer, Caméra. Je prends une caméra, tout ce qu'il y a plus classique, en 50 mm. Par contre, ici, j'ai la profondeur de champ qui est activée. Je vais la désactiver pour éviter d'avoir des effets un petit peu bizarres et je fais OK. L'avantage maintenant, c'est si je prends l'outil de caméra ici dans mes outils, raccourci clavier CC, je vais pouvoir bouger autour. Et là, je remarque que ma grille, c'est tout simplement un cube. Donc je vais changer les propriétés de ma grille. Donc je sélectionne l'émetteur. Et dans l'émetteur, ici, si je descends, j'ai des premières valeurs ici qui peuvent être intéressantes, c'est les valeurs de dimension. Je vais tout simplement lui donner une dimension de 2000 en X. C'est tout simplement la valeur en largeur, donc droite-gauche. Et là, regardez, effectivement, c'est relativement large. Donc je peux me déplacer avec mon outil de caméra en prenant donc l'outil de caméra unifié avec le clic droit, en cliquant, glissant avec le clic droit, ça zoome et dézoome. Ensuite, en valeur de hauteur, je ne veux pas qu'il y ait une valeur élevée, je vais tout simplement mettre une valeur à 1. Comme ça, ça me permet d'avoir uniquement une ligne sur ma grille en donnant donc cette valeur-là. Et ensuite, en dimension Z, c'est-à-dire la dimension de profondeur, je vais donner la même valeur qu'en X, donc 2000. Et maintenant, j'ai ma grille qui est présente ici. Maintenant, ce que je ne veux pas, c'est que ces particules, ça soit des cercles. Donc je vais aller changer leur aspect. Je vais donc dans Particules, je descends un petit peu dans les effets, et plutôt que ce soit en Shape Circle, c'est-à-dire forme cercle, je vais développer ici les propriétés et je vais lui demander modèle. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que je veux, c'est des modèles 3D. Et par défaut, quand vous choisissez cette option-là, regardez ce qui se passe. On a l'impression maintenant d'avoir effectivement des petits cubes en 3D. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut. Sauf que on veut que nos cubes, par exemple, soient beaucoup plus hauts que larges et profonds. Donc pour faire des modifications éventuellement sur la valeur de mes particules, lorsque c'est un modèle 3D, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser un nouveau nœud dans votre hiérarchie. Et là, en l'occurrence, le nœud que nous allons utiliser, c'est celui-là qui s'appelle le nœud modèle. Donc je clique sur ce nœud-là. Je peux déplacer un petit peu mes nœuds directement dans la fenêtre ici. Et puis là, vous voyez, vous avez une espèce de petite fenêtre. Cette fenêtre-là va vous permettre tout simplement de cliquer gauche pour vous déplacer et visualiser un petit peu plus si par exemple vous avez des zones qui sont inatteignables au niveau de votre fenêtre de Stardust ici. Donc là, mon modèle, si je le laisse tel quel, il n'aura pas d'incidence sur mes particules, donc je vais venir le connecter un petit peu à la manière de ce qui se passe entre l'émetteur et les particules. Il vous suffit de venir avec un clic gauche, sur le petit cercle qui est ici, vous maintenez le clic gauche, ça fait une espèce de fil, et vous allez le connecter au nœud sur lequel vous voulez qu'il soit connecté. Et là, maintenant, les deux sont ensemble. Je vais venir ici sur les propriétés du modèle, je descends,
Et ici dans les propriétés du modèle, la source c'est un fichier. Donc moi je ne veux pas que ce soit un fichier, ça permet en l'occurrence d'aller chercher un fichier 3D externe. Moi je veux utiliser ce que l'on appelle une primitive. Donc je viens développer ici les options et je choisis primitive. Maintenant j'ai un cube. Le petit avantage c'est que maintenant j'ai la possibilité de modifier des informations de dimension, donc size x, y, z. Et là ce que je veux, c'est qu'en dimension y, c'est-à-dire la dimension de la hauteur, eh bien il y ait beaucoup plus. Donc je vais mettre 20 par exemple, et là regardez, j'ai effectivement quelque chose qui est beaucoup plus grand. Alors je vais mettre un peu plus que 20, je vais mettre 40. Donc maintenant j'ai joué sur la dimension de mes cubes. Par contre, la répétition ne me convient pas, je veux vraiment que ce soit beaucoup plus dense. Pour ça, il suffit de revenir dans les propriétés de l'émetteur. Et dans les propriétés de l'émetteur, je vais descendre dans les propriétés ici, et ici j'ai Grid Properties, donc c'est tout simplement les propriétés de la grille. Ce que je veux en l'occurrence, c'est par exemple augmenter le nombre de répétitions dans la grille en X et en Z, et pas du tout en Y. Donc là ici, je vais mettre par exemple 150 répétitions en X, je vais mettre une seule répétition en Y, et je vais mettre 150 répétitions en Z, ce qui me permet maintenant d'avoir une espèce de bloc 3D énorme de cette manière-là. En termes de visualisation, c'est pas terrible par contre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les propriétés de l'affichage du plugin Stardust. Pour ça, il suffit de remonter dans les propriétés ici. Et dans les propriétés les premières de Stardust, on a ici une propriété qui s'appelle Render Settings, donc propriété de rendu. Je les développe et je vais venir ici dans une option qui s'appelle Ambient Occlusion. C'est tout simplement ce que on pourrait appeler de l'ombre de contact. Ça permet tout simplement de créer un ombrage entre chacune des géométries. Donc si je l'active ici, regardez ce qui se passe. Là maintenant j'ai un espèce d'ombrage qui apparaît effectivement entre chacune des géométries. Et du coup ça me donne un aspect un petit peu plus compréhensible à mon espèce de système 3D. Donc maintenant que ça c'est fait, ce que l'on veut c'est faire des modifications sur cette géométrie là et sur la couleur, mais aussi sur la hauteur de chacun de ces éléments pour que ça ne fasse pas quelque chose de régulier. Là en l'occurrence maintenant, ce que l'on veut faire dans un premier temps, c'est modifier les informations de couleur de ces différentes géométries là. La manière la plus simple en règle générale, c'est tout simplement de venir sur les particules par exemple, et dans les propriétés des particules, vous avez ici les propriétés de couleur. Je peux très bien venir ici et choisir de mettre une autre couleur de cette manière là. Là en l'occurrence, c'est absolument pas ce que je veux faire. Ce que je voudrais, c'est par exemple prendre une image que je suis allé récupérer sur internet par exemple, et faire en sorte que cette image donne une couleur différente à chacune de ces géométries là. Pour le faire, ça va pas être très compliqué. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ramener cette image dans notre composition. Donc je vais dans Projet, je double-clique dans le chutier ici et dans ma fenêtre de projet pour aller chercher dans les fichiers de travail cette image qui est tout simplement une image d'un lac dans le parc du Yellowstone. Donc je double-clique sur cette image-là et je la glisse directement dans ma compo. Je n'ai pas besoin de l'afficher dans la compo, je vais tout simplement la cacher directement ici. Je retourne dans Stardust, je retourne dans les effets. Et là maintenant, ce qui va me permettre de donner cette couleur-là, je ne peux pas réellement le faire directement sur mes modèles 3D parce que ça ne va pas l'appliquer comme j'en ai envie. Il y a pour ça un nœud qui peut être pratique. C'est le nœud de Field, c'est ce nœud-là, qui permet de donner des modifications de position à des particules, mais peut aussi modifier les informations de couleur des particules. Donc je vais prendre ce nœud Field, je le glisse directement ici, et là vous remarquez que tout de suite il a une implication directement dans ma compo, et sur mes particules, il crée effectivement ici une déformation. Dans Stardust, vous n'êtes pas obligé de connecter chacun des éléments ensemble, il peut très bien rester en dehors, ce qui a pour effet d'affecter tout ce qui est présent ici dans la fenêtre de Stardust. Mais moi ce que je voudrais, c'est affecter les particules avant qu'elles deviennent un modèle. Donc en fait pour le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais intercaler le field entre particules et modèles. Je vais venir ici, je clique, je connecte le field à particle, je connecte le field à modèle, et ensuite je clique sur cette liaison-là pour la supprimer, voilà, de cette manière-là. Donc là, ça n'a pas grande incidence, mais ça aura une incidence sur ce que nous allons faire après. Ensuite, je viens dans Field, je viens dans les propriétés du field, et le type de field, je ne veux pas que ce soit une sphère qui fasse une déformation de cette manière-là. Je vais venir dans le type de field, et je vais choisir ici Maps, qui est tout simplement l'utilisation d'une texture
plus particulièrement d'un calque, pour affecter donc diverses propriétés sur mes particules. Maintenant que j'ai choisi Maps, ici j'ai la catégorie Maps, et le type, je veux que ce soit un calque. Je choisis calque, et après je viens choisir le bon calque qui est effectivement le Texture Lake 2. Là en l'occurrence ça ne change pas grand chose, tout simplement parce que pour l'instant ce qui est affecté c'est l'opacité. Et là en l'occurrence sur les modèles 3D l'opacité ça ne sert pas à grand chose. Je vais venir ici et plutôt que de prendre opacité je vais prendre couleur. En faisant comme ça on n'a pas l'impression qu'il se passe grand chose. Je vais regarder par exemple ce que je peux choisir ici dans Project. Donc là on est en X, je vais choisir XY. Et là, effectivement, ça modifie des informations de couleur. Mais ça ne les modifie pas dans le bon sens. Moi, ce que je veux, c'est peut-être avoir vraiment l'image qui se plaque par-dessus. Donc, je vais choisir plutôt XZ. Et là, regardez, effectivement, maintenant, j'ai bien mon image du lac du Yellowstone qui est appliquée de manière assez remarquable sur mes diverses particules. Donc, c'est parfait. Ça me convient tout à fait. Il y a par contre un truc qui me déplaît assez, c'est que l'image normalement est quand même beaucoup plus contrastée que ça. Si je viens dans les propriétés du projet et que je double-clique ici, là on voit quand même que c'est un petit peu plus coloré, un petit peu plus saturé. Alors, ce qui fait que ça fait ça, c'est tout simplement parce que les géométries 3D par défaut dans Stardust attendent que l'on donne des informations qui concernent ce que l'on appelle un matériau. Pour que ça fonctionne, il faut aller ici sur le côté, aller chercher ici le nœud de matériau, je clique dessus, et je vais le connecter à modèle directement, et là regardez, effectivement, maintenant c'est beaucoup plus coloré que ce que nous avions juste avant. Maintenant qu'on a réussi à colorer tout ça, ce que l'on voudrait maintenant, c'est plutôt déformer chacune de ces géométries-là pour qu'il y ait des variations de hauteur sur chacune des géométries. Donc en fait, on va utiliser le même processus, c'est-à-dire le field qui est présent ici, mais plutôt qu'il modifie les informations de couleur, on va lui demander qu'il modifie les informations de position. Le plus simple, ça va être de prendre le field qui est présent ici et le dupliquer. Alors avant de le dupliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Donc un petit peu comme n'importe quel élément à l'intérieur d'After Effects, pour le renommer, vous le sélectionnez, vous appuyez sur Entrée, et je vais l'appeler Field Color. Et là maintenant, effectivement, il s'appelle Field Color. Je vais le dupliquer, donc maintenant qu'il est sélectionné, je fais CTRL D, donc il l'a copié juste à côté, et je vais à nouveau le connecter à Particules et le connecter à Color. Donc là, il fait exactement la même chose, donc il n'y a pas tellement de différence. Par contre, je vais cliquer dessus, j'appuie sur Entrée, et je vais l'appeler Field Position, comme ça au moins on les distinguera beaucoup plus facilement. Et maintenant, mon fil de position, je veux effectivement que ce soit la texture qui fasse quelque chose avec. Ce que je veux effectivement, c'est que ce soit Maps aussi qu'il le fasse, mais je ne veux pas qu'il affecte la couleur. Ce que je veux, c'est qu'il affecte la position. Donc je choisis position. Et là, regardez ce qui se passe. Effectivement, il affecte la position, mais il affecte la position ici dans l'axe des X. Ça me plaît pas vraiment. Je vais regarder ici en mettant par exemple l'axe Y si ça change quelque chose là-dessus. Et là, en l'occurrence, effectivement, ça a eu a priori l'impact effectivement que je souhaitais. Donc si par exemple je veux regarder quelle est la différence avec ce field et sans le field, je peux cliquer ici sur le FX de field position, et là effectivement ça me montre qu'il y a une modification de la position. Donc ça c'est pas mal, c'est exactement ce que je voulais. Par contre, en l'occurrence, la manière dont ça affecte ici toutes mes particules, ça me plaît moyen, parce que ce que j'aimerais, c'est que cette partie-là soit peut-être un petit peu creuse, et que les autres ici soient peut-être un petit peu plus surélevés. Donc peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est de dupliquer ici le calque qui me permet donc de faire la couleur, celui-ci. D'ailleurs, je vais le renommer. Je l'appelle couleur. Je vais en faire une petite duplication, donc je fais CTRL D. Lui, je vais l'appeler plutôt position. Et ce que je veux, c'est le retoucher. Donc je vais plutôt le précomposer. Donc je vais faire un CTRL SHIFT C, qui est tout simplement la même chose que d'aller dans le calque et tout au bout précomposition. Et donc je vais l'appeler précomposition. Je vais lui demander de transférer tous les attributs dans la nouvelle compo, même si pour l'instant il n'y a pas d'effet. Et je fais OK. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que ce position, j'aille faire des petites modifs dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il me modifie ici. Il prend en compte la dimension de la composition et pas la dimension du calque. Donc je vais venir ici dans composition, paramètres de compo,
Et je sais que mon image fait 2000 pixels par 2000 pixels, donc je vais lui donner 2000 par 2000. Et je fais OK. Comme ça, il me prend bien l'image en entier, pas juste un bout, parce que sinon, au niveau du calage des deux images que nous allons utiliser pour la position et la couleur, ce sera pas exactement la même chose. Là, en l'occurrence, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est peut-être contraster un petit peu tout ça. Donc, je vais aller sélectionner le calque de position dans Effets, dans Correction colorimétrique, et je vais lui mettre une correction colorimétrique en noir et blanc. Là, en l'occurrence, je vais contraster un petit peu plus. Je vais venir ici chercher les cyans, qui va me permettre effectivement de créer un contraste un petit peu plus fort ici dans cette zone-là. Il faut que je retourne quand même dans ma composition dans laquelle j'ai mes éléments 3D, tout simplement parce que maintenant dans le Field Position, ce n'est pas le calque de couleur que je veux utiliser pour la position, c'est donc celui que je viens de créer avec la précomposition dupliquée. Donc je vais cliquer ici sur le bon calque et choisir Position. Et en faisant comme ça, là maintenant j'ai quelque chose qui est un petit peu plus contrasté au niveau de mon trou. Par contre du coup je voudrais inverser le sens, donc le plus simple ça va être de venir dans Position. Et là ici dans celui-là, ce que je vais faire c'est que je vais aller dans Couche et je vais lui mettre un négatif. Et maintenant en retournant dans ma composition, maintenant j'ai effectivement quelque chose qui est un petit peu plus marqué. Alors, on pourrait du coup exagérer ça un petit peu. Ce qu'il faudrait, c'est que les zones qui sont ici soient elles aussi un petit peu plus basses que le reste. Donc je vais aller dans Position. Donc en gros, il faut que ces parties-là soient elles aussi un petit peu plus blanches. Donc je vais regarder ici ce qui serait éventuellement voilà, le plus intéressant. Je vais mettre ici plus blanc cette zone-là. La zone qui est ici, je vais la mettre plus blanche ici aussi. La zone ici, pourquoi pas effectivement aussi exagérer cette zone là, peut-être voilà, abuser cette partie là. Dans les bleus, alors là les bleus effectivement je pourrais jouer sur divers contrastes, ici comme ça. Et puis après rien ne m'empêche par exemple de choisir d'avoir le négatif que dans une zone aussi, et je peux très bien par exemple mettre un calque d'effet qui va jouer sur ces diverses valeurs là. Donc je reviens un petit peu dans cette zone, je regarde ce que ça donne, voilà, ça me paraît pas si mal. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ce que je voudrais, c'est peut-être avoir des répétitions maintenant qui sont beaucoup plus petites. Donc pour ça, il va falloir que je vienne dans les valeurs d'émetteur. Et dans les valeurs d'émetteur, je vais lui mettre un nombre de répétitions beaucoup plus élevé. Je vais mettre une grille à 500 et à 500 en X et en Z. Donc en faisant comme ça, j'ai beaucoup plus de particules que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Par contre, là effectivement on va commencer à avoir des choses qui commencent à être vraiment très denses. Donc là vous voyez, en termes de répétition on a des choses qui se chevauchent et c'est pas tout à fait ça que l'on voudrait comme effet. Donc le plus simple ça va être par exemple de venir ici dans particules. Et dans particules, ce que l'on va faire tout simplement c'est qu'on va venir modifier les informations en pixels ici. Je vais lui donner une valeur beaucoup plus petite, je vais lui donner une valeur de 3 par exemple. Et en faisant comme ça, je vais avoir normalement des particules qui vont être beaucoup plus petites et voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus intéressant dans ma composition. Donc voilà, on a fait à peu près donc cet effet vraiment abstrait. À ce stade-là, je veux styliser mon effet. Alors, le plus simple, ça va être déjà dans un premier temps d'activer les propriétés de profondeur de champ. Il y a une seule manière d'activer la profondeur de champ lorsque vous utilisez Stardust avec des géométries 3D, c'est tout simplement d'activer la profondeur de champ sur les paramètres de votre caméra. Donc pour ça, vous allez dans les propriétés de caméra, dans Options de caméra, et dans Profondeur de champ, vous activez. Attention, ça va dépendre un petit peu de ce que vous utilisez dans Stardust, mais si vous voulez par exemple de la profondeur de champ sur des particules en 2D, là en l'occurrence, il faudra venir dans les propriétés de Stardust, venir ici dans Render Settings et d'activer le Depth of Field ici. Mais clairement, si c'est des géométries 3D comme nous avons ici, là, ça ne changera rien. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir peut-être un cadrage de caméra qui me convient un petit peu plus. Donc je vais venir me rapprocher un petit peu ici. Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est que je passe peut-être à une résolution dans la fenêtre un petit peu plus faible. En demi, ce sera pas mal. Et puis je vais, pour les besoins donc du calage, désactiver la profondeur de champ. Voilà, et je vais me rapprocher un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est être relativement proche de la zone qui est bleutée ici. Donc là, j'ai quand même pas mal de particules, hein, donc c'est complètement normal que ça rame un petit peu. Là, je me rapproche, je me déplace un petit peu. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu moins de particules. Là, je pense que j'ai été bien généreux avec tout ça. Donc,
là, le cadrage me plaît assez. Maintenant, donc, je vais réactiver la profondeur de champ. Donc j'active la profondeur de champ dans les paramètres de caméra. Problème, c'est que en activant la profondeur de champ comme ça, il y a une notion qui est quand même relativement importante. C'est la notion justement de la zone de netteté. Donc on voit qu'elle est présente ici. Donc c'est pas tellement à cet endroit-là que je voudrais être plus net. Je voudrais être net, c'est peut-être plutôt dans cette zone-là. Donc je vais tout simplement venir ici dans la valeur de distance de mise au point. Je vais mettre peut-être 1300. Et là, effectivement, ça me donne une zone ici qui correspond plus un petit peu à ce que je voulais. Si je veux que ça soit un petit peu plus stylisé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter un effet de glow, donc de lueur diffuse. Je vais aller dans calque, créer. Je vais créer un calque d'effet que je vais appeler tout de suite glow. Et ensuite, sur ce calque d'effet, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire un tour dans effet esthétique. Voilà. Et je vais lui mettre un lueur diffuse par-dessus. Donc là, en l'occurrence, ça va effectivement un petit peu me cramer un peu tout ça. Donc là, je vais venir ici dans les valeurs de rayon. Je vais mettre un rayon de... Je vais mettre une centaine de pixels pour que ça fasse un floutage un petit peu plus diffus. Donc forcément, ça va ramer un petit peu. Donc voilà, ça fait un truc un petit peu plus diffus. Je vais peut-être mettre ici, plutôt que de mettre le mode de fusion en ajouté, je vais le mettre en écran. Voilà, ce qui donne un truc un petit peu moins violent. Au niveau du seuil... Je vais regarder en augmentant le seuil, en mettant peut-être 80, ou peut-être en le baissant pour que ça me donne... Ouais, non, je vais plutôt le baisser, je vais le mettre à 50, pour que ça repulse un petit peu la luminosité sur mon effet. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc il faut que je trouve un juste milieu, je vais mettre 55. Voilà, comme ça c'est pas mal. Pour jouer un petit peu sur des variations de luminosité, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter des lumières. Donc je vais aller dans Calque, créer, lumière. Je vais créer une lumière ponctuelle avec une intensité de 150. Je ne mets pas de valeur d'atténuation et ça n'est pas nécessaire forcément de mettre une ombre. Donc je fais OK. Donc là j'ai la lumière qui se positionne à peu près ici. Ça peut être intéressant par exemple de vous mettre par exemple en vue de haut. Donc là ça va me donner un point de vue différent dans ma fenêtre de prévisualisation. Voilà, et puis je vais déplacer cette lumière là. Peut-être aller la disposer ailleurs, on va mettre un peu sur le côté. J'ai quand même été assez généreux avec le nombre de particules, j'aurais peut-être dû en mettre un peu moins. Ça ramerait probablement beaucoup moins que ça. Je vais repasser en vue de caméra active. Vous voyez, ça peut donner des impacts de lumière qui sont pas désagréables. Voilà, regardez ce que ça peut donner. Voilà. Je vais en dupliquer une. Je vais me remettre en vue de haut. Je vais faire un petit CTRL D, donc je duplique la lumière. Je vais ensuite la déplacer. Je vais peut-être la mettre à l'opposé là-bas. Donc je la déplace, je la positionne peut-être ici par exemple. Après on peut jouer aussi sur une valeur de hauteur, donc je vais peut-être me mettre donc en vue de gauche par exemple. Ensuite je reviens en vue de caméra. Excusez-moi pour la générosité dans le nombre de géométrie. Donc regardez, du coup ça donne quand même quelque chose d'un petit peu plus sympa en termes d'éclairage. Je vais carrément abuser. Je vais quand même venir sur l'émetteur. Je vais baisser le nombre de répétitions, histoire juste que ça aille un tout petit peu plus vite. Je vais mettre 300 par 300, donc du coup la dimension sera effectivement un petit peu atténuée. Voilà, ça ira probablement plus vite. Je me mets en vue de haut, donc là ça va quand même beaucoup plus vite. J'aimerais voir où est un petit peu ma caméra, donc je vais la sélectionner et effectivement j'ai quand même des choses qui sont assez proches les unes des autres. Je vais déplacer un petit peu ça. Donc après, à vous de triturer un petit peu le truc pour avoir quelque chose qui vous convient. Hein. Moi, j'ai vraiment pris voilà, mes aises au niveau de la construction de tout ça. En termes de hauteur, ici, la lumière en position, je pourrais peut-être lui donner une valeur, peut-être, si je mets 0, qu'est-ce qu'il me donne? Voilà, n'hésitez pas à faire des petites modifications sur le positionnement de tout ça. Voilà, là, ça me donne vraiment des trucs vraiment sympas. Petite chose qui peut être problématique, c'est que là pour l'instant on a des choses qui sont quand même relativement régulières en termes de position de notre construction là, de tout ce système là. Ça peut être pas mal de rajouter ce que l'on appelle une turbulence. Donc la turbulence c'est ce nœud là, je vais cliquer, je le glisse directement là-dedans. Donc pour l'instant je ne l'associe à personne. Je vais tout simplement venir ici et je vais lui demander donc de faire une petite turbulence de la position en offset. Je vais lui mettre une valeur à 15 qui devrait voilà, me rendre le positionnement de tout ça un petit peu plus aléatoire et un petit peu plus sympathique. Donc
Essayez peut-être d'améliorer un petit peu la position des lumières pour qu'on ait des petites choses un petit peu moins sombres de ce côté-là. Ça peut être intéressant des fois, plutôt que ce soit une lumière ponctuelle comme ça, de transformer la lumière plutôt en lumière parallèle. Des fois ça peut simplifier un petit peu les choses. Regardez là en l'occurrence, effectivement j'ai quelque chose qui me donne un éclairage un petit peu plus, on va dire, exploitable. Donc après vous pouvez modifier par exemple le point ciblé. Voilà, je peux le faire tomber un peu plus. Comme ça change un petit peu voilà, l'éclairage général de ma composition et ça me donne un truc un petit peu plus compréhensible. Je peux faire un petit peu la même chose par exemple pour celle-là. Je vais faire pareil, je vais la modifier. Plutôt que de mettre ponctuel, je vais aussi mettre parallèle. Ça va peut-être voilà, me donner quelque chose d'un petit peu moins monstrueux que ce que j'avais avant. Donc là, on a fait donc, la stylisation de tout ça. Là en l'occurrence, par contre, maintenant, pour finaliser un petit peu tout ça et que ce soit pas si statique, on remarquera que si je me mets de 1 seconde ou à 6 secondes, eh bien le résultat de tout ça est exactement le même. Eh bien ce que je peux faire, c'est venir ici sur Turbulence. Et dans Turbulence, j'ai une propriété qui est ressemblant un petit peu à ce que l'on peut avoir dans les bruits fractales. Vous avez ici l'évolution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un Alt-clic sur le chronomètre du Fractal Evolution. Et ensuite ici, je vais venir rentrer l'expression tout simplement time, qui va lui dire, eh bien tu prends la durée de la composition pour animer ce paramètre-là. Donc ce sera une animation du paramètre numérique de cette évolution. Donc il va aller de 0 à 10, puisque la composition fait 10 secondes. Et je vais tout simplement la multiplier à 5, ce qui fait qu'il va y avoir une évolution sur une valeur numérique de 50 sur toute la durée de la composition. Pour finaliser notre anime, ce que l'on va faire quand même, c'est qu'on va désactiver la profondeur de champ juste pour faire une animation de cam, tout simplement parce que là ça commence à ramer. Et là en l'occurrence, donc ce que je veux, c'est faire une animation de caméra. Je vais tout de suite aller me mettre à la première seconde de mon anime. Voilà. Même, je vais carrément voilà, déplacer sur la première frame parce que les particules sinon ne sont pas présentes. Et je vais tout de suite, par exemple, commencer à trouver peut-être une position de départ en tournant ma caméra dans ce genre-là. Je vais activer position, point ciblé, orientation. Je me mets à la dernière image de ma composition. Là, ici, faire une espèce de panoramique. Voilà, déplacer un petit peu. Remonter peut-être un peu aussi, essayer de changer peut-être un petit peu de point de vue, ça pourrait être intéressant peut-être aussi d'animer la profondeur de champ. Donc là, voilà, j'ai fait mon anime. Ensuite, ce que je vais faire pour vérifier quelle est la courbe qui est faite par mon animation, je vais me mettre en vue de haut. Et le but du jeu, c'est effectivement de faire en sorte que voilà, la courbe d'animation ici ne soit pas un trait, pour éviter des espèces d'effets de zoom un petit peu bizarres. Donc en fait, comme la tête de lecture est sur la dernière clé, je vais venir prendre cette espèce de manipulateur ici, le tirer pour créer un arrondi. Je vais ensuite venir plutôt là à la première image et normalement ici il y a un petit peu la même chose. Voilà, cette espèce de manipulateur là, qui est vraiment une espèce de tangente, un petit peu comme avec les courbes de Bézier quand vous faites des masques, et qui permet vraiment de créer une courbe relativement intéressante. Pour les plus pointilleux, vous pouvez faire exactement la même chose aussi sur cette courbe-là, qui est tout simplement la courbe d'animation de la cible de la caméra. Donc là, je pense que c'est pas mal. Ensuite, je vais retourner dans les propriétés d'options de caméra pour vérifier où est la zone de netteté de ma caméra. Donc je vais réactiver la profondeur de champ. La zone de netteté a l'air d'être ici. Donc ça a l'air d'être pas mal pour mon animation. Je vais vérifier en fin de lecture et d'animation où est-ce qu'elle se trouve. Donc là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais me mettre en automatique ici. Je vais repasser en vue de caméra active ici, par exemple. Donc là, on a voilà, créé notre petite animation, toute mignonne. On a notre effet de flou ici qui est présent. Alors, peut-être pour que ça soit un petit peu plus sympa, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre maintenant une bonne quantité dans mon émetteur. Donc dans la propriété des grilles, on était à 300, je vais repasser à 500, vraiment pour avoir quelque chose de plus dense. Voilà, mon petit effet est maintenant réalisé. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire tout simplement un rendu de cette séquence-là, et on se retrouve à la fin de ce rendu pour conclure le tuto. Donc on fait composition, ajouter à la file d'attente de rendu,
je vais ici donner la destination dans mes fichiers de travail. Voilà, je vais ensuite dans nonce destructif. Je vais choisir un format plutôt en QuickTime, en H264, donc vous allez choisir dans option de format si par exemple vous n'avez pas le bon format. Je fais OK, pas besoin de sortie audio, donc je fais sortie audio désactivée, je fais OK, et je lance un rendu, et on se retrouve à la fin du rendu. Donc voilà le résultat. Donc l'animation est créée par la turbulence que nous avons rajoutée à côté. On a notre petit mouvement de caméra, notre effet de profondeur de champ. Quoi qu'il en soit, voici donc cet exercice pratique terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je dis encore merci à Motion Café et toute l'équipe pour m'avoir fait participer à leurs petits ateliers pour mettre un petit peu en vedette des formateurs et des créatifs autour du motion design. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à peut-être très bientôt sur Motion Café ou ailleurs pour des tutos sur After Effects. À bientôt.